Yare daze. Visite Jojo référence. Ah, vous l'attendiez sûrement. On s'attaque enfin à cet ovni du shonen. Une œuvre qui a su inspirer énormément de mangas. Non, vous voyez toujours pas? Vous êtes vraiment... Jojo Bizarre Adventure, une œuvre qui a su se réinventer au fil du temps, et tout ça grâce à ce monsieur, Hirohiko Araki. Que dis-je? Ce génie. Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que Jojo Bizarre Adventure est composé de plusieurs parties, et c'est ce qui fait la force de ce chef-d'œuvre, car le fait d'avoir découpé le manga en plusieurs parties fait que chacune d'entre elles peuvent être regardées ou lues indépendamment du reste de la série. Même si je vous cache pas que c'est mieux de toutes les mater, et de préférence dans l'ordre. Donc commencez pas à faire comme les chaînes de télé, et vous savez très bien ce que je veux dire. Vous savez, ces fameuses chaînes qui vont passer le 2, puis juste après le 1, ça c'est bien le genre de truc qui me donne envie de tout casser, bordel de merde. Évidemment, vu la durée de la vidéo, tu te doutes bien que je vais pas pouvoir parler en détail des 8 parties. Mais ce que je peux vous faire, c'est éventuellement un montage dégueulasse sur les différents thèmes abordés dans les 8 arcs. Non? Vous voulez pas? Vous inquiétez pas, j'en ai rien à foutre de votre avis de toute façon. Donc, on a comme première partie Jojo contre les vampires, suivi de Jojo et les hommes nus. Ensuite, on a Jojo visite l'Égypte. Après, il y a Jojo mène l'enquête. Et pour finir, Jojo et la mafia italienne. Donc ça, c'est pour les 5 premières parties. Et ce sont les seuls pour le moment qui ont eu une adaptation en anime. Anime. Qu'est-ce que vous dites? On dit anime ou animé les petits potes? Dites-le moi en commentaire. C'est de l'humour, hein, évidemment que je m'en bats les couilles. Mais du coup, il reste les 3 autres parties, qui ne sont disponibles qu'en version papier pour le moment. Mais en gros, il y a Jojo en prison, Jojo apprenti jockey et Jojo tigre. T'as compris? Parce qu'en fait, c'est Jojo lion, et du coup, je me suis dit Jojo lion, Jojo tigre... Ouais, mais c'est pas drôle en fait. De toute façon, vous avez aucun humour. Bah ouais, sale bâtard! Mais bon, si on aborde ne serait-ce que les 3 premières parties dans cette vidéo, bah ce sera déjà bien. Ouais, au pire, tu feras une deuxième vidéo sur la licence. Non. Donc allez, la première partie, en plus d'être la moins bonne des 8, va nous présenter le Jojo le moins charismatique de la série, Jonathan Joestar. Et faites pas genre, vous savez pertinemment que j'ai raison. Bon, après on est quand même à des années-lumière du niveau de Yukiteru Amano en termes de charisme, hein, je vous rassure. Donc l'histoire se déroule en Angleterre au 19e siècle. On y retrouve Jonathan Joestar qui a l'air de vivre sa meilleure vie, on va pas se le cacher. Je vais apprendre à masturber un chien. Mais ça, c'était avant que la famille Joestar recueille Dio Brando. Je suis plus riche que toi, clochard. Et c'est là que va naître une certaine rivalité entre ces deux personnages. Bon après, faut dire que c'est quand même Dio qui a lancé les hostilités. Il était peut-être pas obligé de transformer son chien en véritable hot dog. Moi je m'en bats les cacahuètes. Et ce dernier cherchera constamment à nuire à Jojo. Il ira même jusqu'à s'emparer d'un étrange masque qui changera à jamais le destin de la lignée des Joestar. Alors oui mais non, là on parle du masque de pierre, une relique qui a la capacité de transformer un humain en vampire s'il le porte. Et ce qui devait arriver, bah arriva. Dio va devenir un vampire, et vu que c'est un méchant, bah il veut conquérir le monde, normal, en se faisant une armée grâce à ses nouveaux pouvoirs. Et vous savez ce qu'on dit, un grand pouvoir implique une grande faiblesse. Ou un truc dans le genre. Énorme. Et pour le coup, bah son point faible devient nul autre que la lumière du jour. Ce qui semble plutôt cohérent étant donné qu'il est devenu un vampire. Bah ouais, logique. Mais il s'avère qu'il a une autre faiblesse, une faiblesse liée à l'onde. Et Jojo va apprendre à maîtriser ce qu'on appelle l'onde auprès d'un maître dans la matière, Zeppeli. Grâce au pouvoir de l'onde, il pourra mettre fin aux agissements de Dio. Enfin, c'est ce qu'il croyait, et eux deux périront sur un bateau en pleine mer. Comme quoi, Renaud avait raison quand il disait que c'est pas l'homme qui prend la mer, mais la mer qui prend l'homme. Ouais, j'ai des références de merde. Et alors? Easy to Renault référence. 50 ans plus tard, on retrouve Joseph Joestar, petit-fils de Jonathan. C'est à New York que va débuter la deuxième partie du manga. Et là, ce nouveau Jojo est tout l'opposé de son ancêtre. Ici, on a un Jojo plus relax, plutôt blagueur et un peu dragueur aussi. Enfin, j'aurais pu dire même voyeur. Dans cette seconde partie, on va en apprendre un peu plus sur les origines du masque de pierre et sur ses créateurs, ce qui va évidemment nous amener de nouveaux ennemis, les hommes du pilier. Alors oui, vous êtes en droit de vous dire pourquoi il y a des types nus, pétrifiés, qui font des poses cheloues. Alors ce qu'il faut savoir, et j'en ai pas encore parlé, mais une des particularités de la série, c'est les poses que prennent de temps à autre les personnages de cet univers, toutes plus farfelues les unes que les autres. Comme par exemple la Jojo pose objection, la Jojo pose je te montre du doigt, Ta femme, je la mets dans mon clic-clac. la Jojo pose je mets ma main devant ma figure pour me protéger du soleil, la Jojo pose en groupe, la Jojo pose en duo. En soi, elle ne signifie pas grand chose à part donner une identité propre à la série, et non, en vrai c'est putain de stylé. Il y a des poses qui me rendent tout chose.
Mais revenons-en à Joseph. Contrairement à son ancêtre, Jonathan Joestar, lui semble déjà être doté de l'onde. Mais il va quand même devoir suivre un certain entraînement pour pouvoir se perfectionner, pour faire face à la menace des hommes des piliers. Car tout comme Dio, eux aussi ils sont vulnérables. Enfin, c'est plutôt l'inverse, parce que eux étaient là bien avant Dio. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais ils ont quand même 2000 ans. Vos mères, c'est des dinosaures. Et c'est en Italie qu'il fera la connaissance de César Zeppeli. J'ai cru que t'allais écorcher son nom juste pour faire une blague avec une marque de spaghettis. Moi? Jamais. Je suis pas du genre à faire des blagues de merde, voyons. Bref, César et Joseph vont suivre le terrible entraînement de Lisa Lisa pour pouvoir rivaliser avec les 3 antagonistes. Et au final, il s'avère que Lisa Lisa, c'est sa mère. Et pour ce qui est de son père, à vrai dire, on n'en sait pas plus. Ça pourrait être n'importe quel random, tout comme ça pourrait être moi, ou toi, ou même Dark Vador. Ouais, je sais, ça a aucun sens ce que je raconte. Joseph, je suis ton père. Ta mère, je la fais tapiner dans le 9-2. Mais bon, César n'aura pas la chance de le découvrir, vu qu'après son affrontement contre Wamu, il deviendra littéralement un manche-caillou. Ah si, je vous assure, hein. Vous appelez ça comment, vous? Ah, un mort? Ah ouais, pas con. Il fait une petite sieste. Jojo finira par latter le cul de tous ces hommes à poil et enverra leur leader dans l'espace. Ah oui, dans Jojo, tout est dans la démesure. Et c'est ce qui fait qu'on adore ce manga. Et ensuite vient la 3e partie, où le grand Dio que l'on croyait mort n'est en fait pas mort. Je suis le méchant. Car en réalité, il a piqué le corps de Jonathan pour y greffer sa tête et a pu se cacher dans un coffre où il est resté pendant 100 ans au fond de l'océan. Ah bah oui, hein, les gars, je viens de vous le dire, la démesure. Du coup, pour cette nouvelle partie, on fait à nouveau un bond de 50 ans et on y retrouve le petit-fils de Joseph, Jotaro Kujo. Et là, fini les blagues de Joseph. Maintenant, place au Jojo le plus badass de ces 3 premières parties. Je suis trop badass. Regardez-le. Il respire la classe, non? Bon, après, les Japonais sont toujours dans l'abus, parce que là, je suis désolé, mais vous allez pas me faire croire qu'il a que 17 ans, le gamin. Le gars, il a la carrière de Dwayne Johnson, mais a seulement 17 ans. Mais bon, c'est courant et tellement absurde, de toute façon, dans les mangas, l'âge des personnages. Regardez, même dans Baki, on a un personnage âgé de 17 ans, et qui lui aussi ferait passer Schwarzenegger pour un enfant. Donc à partir de là, j'ai envie de vous dire... C'est honteux. Mais bon, là n'est pas le sujet. On est là pour causer de la 3e partie. Partie qui introduira les stands, ou plutôt la matérialisation psychique de l'esprit. Chaque manière a un stand qui lui est propre, avec des pouvoirs qui diffèrent d'un individu à l'autre, un peu à la manière d'une naine dans Hunter x Hunter. Et ouais, je dis Hunter x Hunter, parce que c'est comme ça que ça se dit. Du coup, c'est bien beau les stands, mais à quoi ça va servir? Et quel est le but et l'enjeu de cette 3e partie, me direz-vous? Suite au réveil de Dio, la lignée des Joestar s'est éveillée au stand, mais la mère de Jotaro, n'ayant pas un esprit combatif suffisant pour contrôler son stand, se retrouvera entre la vie et la mort. Mais à vrai dire, il existe un moyen de la sauver, vaincre Dio avant 50 jours. Pourquoi 50 jours? Je sais pas. Et pourquoi ça la libérerait de son stand alors que les autres protagonistes gardent le leur par la suite? Je sais pas non plus. Et pourquoi? Mais putain, mais j'en sais rien moi. Araki a choisi la facilité, c'est tout. Ah, mais non, je rigole, hein. Araki, notre dieu, à tous. Ouais, tout ça. Alors écoute-moi bien, petit-fils de... Bon, Jotaro va devoir partir sur les traces de Dio, il va avoir une chance de mettre la daronne à l'abri. Et son voyage va le mener tout droit en Égypte, où on aura le droit à des affrontements toujours plus stylés et bien plus stratégiques que les 2 premières parties. Et c'est ça que j'aime bien avec les stands. C'est un renouvellement constant des combats, là où au final l'onde était plutôt limitée. Et après, c'est que mon avis, mais je trouve que c'est à partir de cette partie que le manga prend un tout autre tournant. L'arrivée des stands est pour moi le meilleur ajout dans la série. Après, je ne dis pas que les 2 premières parties sont nulles, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Au contraire, je trouve que le studio David Productions, qui est derrière l'animation de la licence, a fait du très bon boulot et a su retranscrire quasiment à l'identique les scènes présentes dans le manga. Mais il n'y a pas que l'animation qui est aux petits oignons. À côté de ça, on a une superbe OST, de superbes openings, une colorimétrie propre à la série et complètement maîtrisée. Et tout ça ensemble, on a un cocktail explosif. Et je suis désolé, mais je suis obligé de le placer dans cette vidéo. Le meilleur opening, les gars, je suis désolé, mais c'est Bloody Stream. C'est clairement grâce à cette animation que la licence JoJo Bizarre Adventure a pu s'étaler et exploser au-delà des frontières. Et venez pas me dire le contraire, parce que l'animé qui était sorti en 93, c'est en aucun cas lui qui est responsable du succès actuel de JoJo. Je suis désolé, mais comment vous dire, je le trouve tellement ignoble. Salut, ça farte? Mais d'un autre côté, la version française est remplie de pépites et tellement de phrases cultes. Oh non, il a fait plein de trous dans mon bel uniforme. Oh oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. Je vais te dire, faut bien que je m'approche pour te casser la gueule. C'est quoi cette merde? T'aurais pu au moins faire l'effort de présenter les personnages de cette 3e partie, non? Ah, c'est vrai que je l'ai pas vraiment fait, mais bon, t'es qui toi pour me dire ce que je dois faire? Bah, je suis toi et toi t'es moi. Non mais l'autre, écoutez-le, il veut me faire passer pour un schizo. J'hallucine.
Je suis seul, putain. Mais bon, puisque vous insistez, je vais quand même vous les présenter alors. Donc évidemment, comme personnage principal, on a Jotaro, accompagné de son grand-père Joseph. On a également Kakyoin, Polnareff et Avdol, qui d'ailleurs a toujours une tête de vénère, et je sais pas pourquoi. Je suis dans une colère noire. Bon, et je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais, j'ai pas raconté la fin de Stardust Crusader, mais bon, après tout, c'est un résumé en mousse, non? Et puis de toute façon, depuis quand je fais des fins travaillées? C'est jamais arrivé, non? Bah alors pourquoi ça changerait? Allez, parce que c'est vous, je vous fais un au revoir à l'italienne. Arrivederci.